Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui va être un format suivi des actions. Alors ne vous inquiétez pas, les analyses d'actions vont reprendre de manière tout à fait normale la semaine prochaine. Et d'ailleurs la semaine prochaine j'ai prévu de faire Tokyo Electron pour terminer la série qu'on a commencé sur les WFE, donc les Wafer Fab Equipment Companies. Donc ici, on va s'attaquer au suivi de Visa et de Mastercard et je pense qu'il y a vraiment des points intéressants à dire, notamment via les nouvelles actualités et le procès qui a été émis par le Department of Justice aux États-Unis à l'encontre de Visa. Donc effectivement, c'est un format que je ferai, je pense, de manière occasionnelle quand il y a vraiment des news intéressantes à analyser sur les entreprises. Je pense par exemple que dernièrement, le procès de Google n'était pas forcément hyper intéressant et je pense également que les dernières news sur LVMH ne valent pas non plus le coup de faire une vidéo. Par contre ici sur Visa on a de la matière, donc accrochez-vous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mon avis sur la situation. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc vous l'avez probablement remarqué, il y a eu un fort impact sur le cours de bourse de Visa à la suite de l'annonce du procès du DOJ du Department of Justice. Bon, alors honnêtement, le cours de bourse a un peu chuté, mais ça n'a pas été catastrophique, et puis c'est remonté directement après, je pense que ça retrouvera ses plus hauts d'ici peu, et on voit également que les autres entreprises de la finance, en tout cas des systèmes de paiement comme Mastercard ou American Express, n'ont pas été impactés, et PayPal, pour le coup, elle, a même gagné à la suite de cette annonce. Pour comprendre le problème, il faut comprendre le duopole Visa-Mastercard, et si vous ne les avez pas vus, je vous renvoie à mes vidéos d'analyse que j'ai fait sur ces deux sociétés au début de l'année. Et je précise également que ce sont deux entreprises que je possède en portefeuille, et si vous voulez voir mes positions en détail, vous avez les vidéos portefeuille sur ma chaîne. Visa et Mastercard se partagent donc le gâteau des systèmes de paiement aux États-Unis et dans le monde. Visa est le leader mondial avec 40% des parts de marché en termes de volume de transactions en 2020, et vous avez déjà probablement tous eu une carte Visa et une carte Mastercard un jour dans votre vie. On a également UnionPay, donc qui est le géant chinois, mais qui est vraiment concentré sur le marché chinois, hein, qui arrive en deuxième position avec 32% des transactions, suivi de Mastercard avec 24%. Donc UnionPay, pour moi, c'est pas vraiment à mettre dans le même plat que Visa et Mastercard, tout simplement parce que c'est chinois et c'est vraiment concentré sur le marché chinois, ils ne sont pas présents dans d'autres pays. Aux États-Unis, la domination est écrasante avec 57% des cartes de crédit qui sont des Visa et 37% des Mastercard, et on a un petit peu d'American Express et de Discover dans le lot, mais vraiment très très faible. Et ces deux entreprises ont un avantage compétitif énorme, mais la question reste, est-ce que cet avantage compétitif est durable? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a donc eu un procès de la part du Department of Justice aux États-Unis, qui a déposé une plainte contre Visa le 24 septembre 2024, notamment pour pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques. Et trois principales reproches sont faites à Visa. Premièrement, Visa a conclu des accords d'incitation avec plus de 180 commerçants et acquéreurs qui couvrent au moins 75% du volume de débit aux États-Unis et 80% des transactions par carte. Donc évidemment, il faut faire la différence entre carte de crédit et carte de débit. Donc les cartes de débit, c'est ce qu'on a typiquement en France, c'est tout simplement une carte qui va débiter votre compte quand vous faites un paiement. À l'inverse des cartes de crédit qui sont plutôt présentes aux États-Unis, qui elles pour le coup ont déjà un solde que vous pouvez dépenser sur ces cartes et vous devez ensuite rembourser le solde à la fin du mois. Mais en fait, l'argent que vous dépensez sur la carte ne vous appartient pas vraiment, c'est un crédit qu'on vous fait et que vous pouvez dépenser. Donc ce type de carte, on l'a beaucoup moins en France et en Europe, mais c'est un peu le système des Amex. Pour ceux qui ont des Amex, c'est le principe. Ensuite, 45% des transactions par débit de Visa sont qualifiées de non contestables, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être routées via d'autres réseaux, ce qui viole ainsi l'amendement Durbin. Et enfin, on a des accords non compétitifs, puisque Visa aurait passé des accords avec des concurrents technologiques potentiels, notamment Apple, PayPal et Block, pour limiter la concurrence et pour vraiment garder son monopole sur son réseau. Et pour moi, c'est le réel problème ici, puisque les accords de Visa avec des entreprises technologiques incluraient des clauses restreignant ces entreprises dans le développement ou le déploiement de solutions de paiement qui pourraient concurrencer directement les services et notamment le réseau de Visa. Et Visa aurait par exemple versé plusieurs centaines de millions de dollars à Apple
pour qu'Apple ne développe pas de système de paiement qui pourrait contourner le réseau Visa, notamment via Apple Pay, tout simplement puisque Visa sert d'intermédiaire entre la banque du marchand et la banque de l'acheteur. Et cela pose 3 problèmes majeurs, évidemment, l'entrave à la concurrence, l'impact sur les consommateurs et les commerçants, et la violation des lois antitrust. Mais pour moi, c'est avant tout un aveu d'échec. Tout simplement puisque Visa repose sur un système qui est archaïque et qui est dépassé. Puisque Visa et Mastercard reposent sur un fonctionnement qui est hérité de l'étalon or notamment et des transactions du système interbancaire classique qui sont héritées du 19e et du début du 20e siècle. Et évidemment, le paiement n'est pas effectué directement entre le compte du client et celui du commerçant, mais il doit passer par tout un tas d'intermédiaires, dont le système Visa ou Mastercard qui prélève des frais au passage, des frais qui sont plutôt énorme d'ailleurs, puisqu'il s'agit à chaque fois de 2 ou 3% de la transaction. C'est pour ça que beaucoup de commerçants refusent des paiements par carte bancaire en dessous d'un certain montant. Et également ensuite le réseau Visa Mastercard redirige le paiement de la banque du client vers celle du destinataire. Donc vous voyez que c'est vraiment une usine à gaz et on n'a jamais vraiment de paiement d'un compte à un autre, même quand vous faites des virements instantanés. En fait, les virements ne sont jamais vraiment instantanés. On appelle ça le clearing des transactions. C'est votre banque qui va devoir s'arranger avec la banque du destinataire pour ensuite ajuster les balances en fin de mois. Et ça, c'est un système qui est archaïque et qu'on peut largement contourner aujourd'hui avec les technologies actuelles. Et ce système est évidemment, selon moi, voué à disparaître à terme. Et la question n'est pas si il va disparaître, mais quand est-ce qu'il va disparaître. Puisqu'on a tout un tas de nouvelles technologies qui ont fait leur apparition, notamment grâce à Internet, et il y a plusieurs menaces qui existent et qui pourraient détruire le duopole Visa Mastercard sur les réseaux de paiement, notamment émises par Tether, Circle ou PayPal, qui permettraient un paiement en dollars beaucoup plus efficace sans les intermédiaires de Visa et Mastercard, puisqu'on aurait tout simplement un paiement en dollars de wallet à wallet sans passer par le réseau Visa et sans passer par les différentes banques, ce qui enlève évidemment les frais intermédiaires que prennent Visa et Mastercard. Donc c'est plus avantageux pour les commerçants. Et ensuite, on a bien évidemment Bitcoin et le réseau Lightning qui gagnent de plus en plus en importance, surtout avec l'adoption de Bitcoin par des géants comme BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan et même Donald Trump par exemple, qui a récemment fait le buzz en faisant une transaction via le réseau Lightning pour acheter des burgers, notamment à New York. Et autant ces menaces semblent encore lointaines, mais imaginez un portefeuille Lightning ou même un portefeuille de stablecoin intégré dans votre Apple Watch ou iPhone. Ce serait tout simplement la fin des cartes de débit actuelles et une énorme opportunité pour les entreprises tech qui pourraient prendre des frais, donc les frais que prennent Visa et Mastercard, mais potentiellement en prendre beaucoup moins et avoir des transactions beaucoup plus efficaces et instantanées. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous, des achats ou des transactions via le réseau Lightning, donc qui repose sur Bitcoin. Personnellement, j'en ai déjà fait et je trouve ça incroyable, c'est vraiment instantané et c'est d'une fluidité époustouflante. Franchement, je vous encourage, si vous avez l'occasion, à faire une transaction en Lightning, c'est vraiment impressionnant. Et pour vous donner quelques chiffres, d'ailleurs, Visa peut processer, donc peut gérer 24 000 transactions par seconde sur son réseau, ce qui est déjà énorme, mais le réseau Lightning, lui, peut accueillir jusqu'à 1 million de transactions par seconde, donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus scalable et surtout beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, petit point pub au passage, je suis récemment allé voir la boutique Bitcoin Bazaar qui se situe dans le 18e, un peu derrière Montmartre. Je vous encourage vraiment à aller voir cette boutique. Le mec qui tient la boutique est super sympa, il pourra répondre à toutes vos questions concernant Bitcoin, le réseau Lightning, etc. Il vend également des hardware wallets si vous en voulez. Il vend également tout un tas de livres qui sont super intéressants sur Bitcoin, mais aussi sur l'économie et l'économie autrichienne en règle générale. Donc vraiment, je vous encourage à aller le voir. Et si vous pouvez essayer de faire une transaction en Lightning avec lui, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, donc Bitcoin progresse rapidement et est inarrêtable. Mais évidemment, ce n'est pas selon moi la première menace à court terme. La principale menace pour Visa et Mastercard, c'est Tether, puisque Tether aujourd'hui émet la plus grosse stablecoin en dollars, à savoir l'USDT, qui génère plus de bénéfices que BlackRock et qui détient plus de bons du trésor américain que l'Allemagne. Vraiment, essayez d'imaginer ça. Tether, une entreprise privée qui émet un simple stablecoin, achète plus d'obligations du trésor américain que l'Allemagne, ce qui en fait le 8e plus gros détenteur mondial d'obligations américaines. Donc vous vous rendez compte qu'avec de tels chiffres, Tether ne peut tout simplement pas être interdit et ne peut tout simplement pas être arrêté, et elle pourrait vraiment développer des systèmes de paiement qui pourraient contourner les monopoles de Visa et Mastercard.
Mais donc la question qui va se poser, c'est que faire à court terme, puisque ces nouvelles technologies, c'est bien beau, mais vous allez me dire, c'est pas demain qu'on va voir arriver des systèmes de paiement via stablecoin ou même via Bitcoin et Lightning. Donc effectivement, à court terme, je ne pense pas que le procès impacte grandement le business de Visa, puisqu'elle a déjà fait face à des procès par le passé et son activité n'en a pas été fondamentalement affectée. Et ses perspectives de croissance par acquisition, par contre, sont quasiment réduites à néant, puisqu'il y a déjà des acquisitions qui ont été empêchées, comme l'acquisition de Plaid en 2021, donc je pense que Visa va vraiment avoir beaucoup de mal à racheter d'autres acteurs du même secteur à l'avenir. Et les frais également qu'elle perçoit via son réseau ne représentent finalement que 35% de son chiffre d'affaires. Donc j'ai envie de dire, même si son réseau devenait complètement obsolète et que les transactions ne passaient plus par le réseau Visa ou Mastercard, au final ça ne représente que 35% de son chiffre d'affaires. Et même si son réseau de paiement venait à être perturbé, Visa continue de générer d'importants revenus, notamment grâce au crédit comme on l'a dit, mais aussi grâce aux services aux entreprises. Et c'est pareil pour Mastercard, puisqu'elles vendent énormément de données relatives aux transactions. Et donc, pour conclure, le cours de bourse de Visa a récemment été impacté par le procès du Department of Justice, et à court terme, le procès, selon moi, n'aura pas d'impact décisif sur le business de Visa, et je pense qu'elle continuera sa croissance tranquillement. Par contre, le procès met en lumière des pratiques inquiétantes visant notamment à empêcher les entreprises tech de se passer de Visa et de développer leur propre système de paiement. Et à long terme, pour moi, le réseau Visa et Mastercard sont voués à disparaître car ils reposent sur une technologie dépassée dont on peut largement se passer aujourd'hui. Mais également, Visa pourrait aussi tirer parti de ces nouvelles technologies en émettant par exemple sa propre stablecoin ou en proposant des solutions de paiement en Bitcoin via le réseau Lightning ou même un réseau interne, puisque Visa pourrait développer sa propre layer 2 reposant sur la blockchain Bitcoin. Mais je pense que tout ça, ce sont des perspectives vraiment long terme et pour ma part, je vais conserver Visa et Mastercard. Je ne pense pas que ce soit vraiment une raison de vendre ces deux entreprises pour le moment, donc je les conserve. Est-ce que je les renforcerai? Je ne sais pas. Je dois avouer que plus je me renseigne sur Bitcoin notamment, moins j'ai confiance en l'avenir de Visa et Mastercard, mais je pense que ce sont des entreprises qui vont rester dans mon portefeuille. Je ne vais pas prendre le risque de les vendre, mais potentiellement je ne les renforcerai pas à terme. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du procès. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter l'avantage compétitif de Visa et Mastercard ou pas? Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!